des soldats qui ont forcé les stocks pendant Pessah, donc en temps de guerre, peuvent-ils continuer à consommer ce même Hametz après Pessah? C'est que cette année, on avait une situation un petit peu compliquée pendant Pessah, c'était vraiment une période de guerre. Donc il y a des soldats qui sont sur le front et qui se retrouvent avec besoin d'aliments, besoin de manger, et donc ils ont forcé les stocks de Hametz. Alors je ne sais pas si c'est arrivé cette année, mais c'était un cas intéressant qui était arrivé lors de Mifta Chomat Magen. Vous savez, pendant deuxième intifada, il y avait le fameux attentat très meurtrier à l'hôtel Park Natania qui avait fait 30 morts et une centaine de blessés, et donc il s'inscrivait, qui était à la suite de pas mal d'attaques très très violentes de la part du Hamas. Et donc ce qui a poussé dans l'immédiat à une opération militaire urgente pendant Pessah, et donc il y avait des réservistes, nombreux réservistes qui étaient donc dispersés dans des unités différentes, et donc au moment qui avaient faim, l'armée avait pris du retard, donc il y avait un retard dans les envois c'est que l'aliment principal pendant Pessah c'est les matzot, donc il n'y a pas de matzot, et qu'est-ce qu'on fait? On a faim, les soldats ne se retiennent pas trop. Donc il y a ce qu'on appelle les Yamar, Yechidat Marsane Cheroum, c'est-à-dire les entrepôts d'urgence qui appartiennent à Tzahal, à l'armée israélienne. Et donc ils ont demandé, ils ont forcé donc, de pouvoir ouvrir ces caisses entreposées dans les fameux Yamar de Tzahal. Et donc à l'intérieur même de ces boîtes, il y avait des boîtes de crackers. Et donc ces soldats qui ne voulaient pas trop attendre se sont permis d'ouvrir des boîtes de crackers, de gâteaux, et commencer à manger de ces boîtes-là. Donc d'autres soldats qui faisaient plus attention avec la halakha n'ont pas voulu toucher ça. Alors bien entendu, je précise, on n'était pas dans un cas d'urgence, de contrainte majeure, pikuach nefesh ou sauvetage de vie, on est obligé de manger, on a le droit de manger. Même si vous savez que pendant la guerre, il y a des lois qui sont très très relatives à la guerre, où même des aliments interdits peuvent être permis pendant la guerre. Alors est-ce que on a élargi un peu plus le principe de pikuach nefesh, ou bien il y a une autre logique en temps de guerre? C'est un sujet en soi, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais là, on parle d'un cas où il n'y a pas de pikuach nefesh, il n'y a pas vraiment de permission de manger des aliments interdits, mais des soldats qui ne sont pas trop attention avec la halakha se sont dit, bon écoute, on a faim, pourquoi on va attendre, voilà, il y a des caisses de Hametz, etc. Donc la question qui se pose, c'est fin de Pessah, et donc là, rebelote, on attend le pain. On attend le pain, il y a un retard dans la livraison du pain, et donc les soldats qui faisaient oui, attention à la halakha, là ils se demandent peut-être qu'on peut manger ces boîtes qui étaient déjà ouvertes, et donc qui ont été sorties de la vente du Hametz. On peut peut-être maintenant, là on est à la fin de Pessah est terminé, on peut peut-être prendre du Hametz, des gâteaux, des biscuits qui sont dans ces boîtes-là pour les manger. Et donc la question c'est que d'un côté, ce Hametz-là, il a été vendu, d'accord, dans ça, on entrepris la vente de Hametz avant Pessah, donc tous ces cajots, tous ces entrepôts-là d'urgence de Tzahal ont été vendus à un goy, à un non-juif avant Pessah. Mais d'un autre côté, étant donné que ça a été retiré par ces soldats qui avaient faim et ne pouvaient pas s'empêcher donc ça a été retiré donc, de la vente, comme volé, peut-être pas volontairement, mais je veux dire, ça fait plus partie de la vente pendant Pessah. Donc peut-être que le Hametz en question, il devient interdit après Pessah, puisqu'on a un principe très connu, que tout Hametz qui est en possession d'un juif, qui est resté pendant Pessah dans la possession d'un juif, devient interdit à vie. Et donc la question s'était posée, c'était en 2002, en Chomat Magen, est-ce que les soldats à la fin de Pessah qui avaient faim pouvaient se servir de ces entrepôts-là? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à ce cas précis, j'aimerais qu'on s'élargisse un petit peu sur le principe de Hametz Shavar à la Pessah. Cet interdit intéressant du Hametz au-delà de la fête de Pessah, on connaît le Hametz pendant Pessah, mais en fait on prolonge le Hametz qui est resté dans la possession d'un juif pendant Pessah, donc on aurait transgressé l'interdit de Baliré, Balimatsé pendant Pessah, devient interdit même après Pessah. C'est un interdit intéressant, et d'ailleurs aujourd'hui il y a une grande tendance, surtout parmi les Bnei Torah, d'être très exigeant à ce niveau-là, d'être très rigoureux et d'essayer de trouver, parce qu'on sait tous que le Hametz qui a été vendu à un non-juif est complètement permis après Pessah. Alors malgré tout, même si tous les magasins aujourd'hui vendent leur Hametz, on voit que beaucoup de gens sont sceptiques, après Pessah, cherchent les farines qui ont été moulues, qui ont été cuites après Pessah. Donc il y a une espèce de conduite comme ça assez de khumra, de rigueur, de grande rigueur chez pas mal de gens aujourd'hui. C'est une conduite assez moderne, et j'aimerais donner un petit mot par rapport en se référant à cette khumra là. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que Hametz Shavar à la Pessah, Minatora, c'est permis, c'est complètement permis.
parce qu'on est posé que la halakha comme Rabbi Shimon dans Psachim Kafret, sauf que l'Agma dans Chaftet, Rava nous dit oui, mais il y a quand même un knas. Les Chachamim ont pénalisé celui qui aurait gardé du Chametz pendant Pessah, et donc il aurait transgressé, pour reprendre les mots d'Agma, l'interdit de Balir et Balimatse. Donc en tant que pénalité, que sanction, on interdit ce Chametz-là après Pessah, ce qu'on appelle un knas. Donc s'il faut bien déduire, s'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un knas, on n'est pas dans un interdit de la Torah, ni dans un interdit de l'ordre rabbinique, mais non, on est dans une sanction, un knas. Donc à partir du moment où le Chametz a été vendu à un goy, puis la vente à un goy, c'est une vente qui est déjà existante, on la retrouve dans la Tosefta de Psachim, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est accepté, qui est normal, qui est validé par les Chachamim. Alors même si beaucoup ne veulent pas s'appuyer sur cette vente-là, ne veulent pas compter sur cette vente-là a priori, pour ne pas transgresser Balira et Balimatse, on préfère faire un nettoyage total et ne pas s'appuyer sur cette vente. Alors ça peut être compris, parce que là on parle quand même d'un interdit de Balira ou Balimatse. Malgré tout, c'est entièrement toléré, puisque ça existe déjà dans la Tosefta, dans tous les cas de grandes pertes, par exemple des magasins, ou celui qui aurait une collection de whisky, de whisky de luxe ou quoi. Donc, quand on est dans un cas de perte, donc le type il n'a pas envie de perdre tout son argent à cause de Pessah, là on lui dit vendons Chametz, c'est un goy, il n'y a aucun problème, c'est validé. Et donc même si dans le temps c'était des ventes qui étaient compliquées, puisque chacun faisait sa propre vente, etc., aujourd'hui c'est très très structuré. D'accord, moi ça m'arrivait de participer à la vente chez le Rav Peret. Il y a le goy qui est là, on lui explique tout, il connaît toutes les lois relatives à la vente. On fait tous les kinyanim possibles et inimaginables, je sais pas, il y a une dizaine de kinyanim minimum. C'est très structuré, on essaye de faire que ça corresponde aussi avec la loi. Alors c'est vrai qu'il y en a qui vont nous dire oui, mais il faut que le Chametz sorte de ta maison, il y en a d'autres qui vont nous dire il faut Messirat Mafter, il faut transmettre la clé, c'est vrai, mais dans l'ensemble, la vente du Chametz est très très solide, très valable. Donc même si, a priori avant Pessah, pour ne pas transgresser Balira, on ne veut pas rentrer là-dedans, on ne veut pas se compter dessus, mais comme je dis, dans des cas de perte, on compte là-dessus. En tout cas, pour ce qu'il en est d'après Pessah, là, il n'y a aucun problème, puisque la première logique du Mishnah Berurah, c'est qu'on est dans un knas. On est dans un knas, il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que c'est une sanction. Les Chachamim n'ont pas donné de sanction dans un cas où ça a été vendu à un goy, tout simplement. Donc il n'y a rien. Donc après Pessah, il n'y a plus rien. Deuxièmement, le Mishnah Berurah dit, il ne faut pas oublier que le Chametz, après l'heure de l'interdit, il ne t'appartient plus vraiment. Donc la Torah te l'a mis dans ta possession pour que tu transgresses, mais à partir du moment où tu as vendu un goy, la vente elle est beaucoup plus facile. Et troisièmement, le Chazon Ish, il nous donne, alors c'est ramené au nom du Chazon Ish, dans Kovet Echala Krachet, c'est ramené du Chazon Ish comme quoi, comme dans Maaseh Shabbat, une action qui a été faite pendant Shabbat, il y a aussi un knas, il y a aussi une sanction. Et donc le Chazon Ish nous dit là-bas que quand on a une marloquette, une discussion rabbinique de l'ordre rabbinique, on tolère. Au-delà du principe de Safek des Rabbanan Lakula, on tolère à partir du moment où les Chachamim ne donnent pas de knas quand la personne a fait tout ce qu'il faut. Donc ça dépasse, donc déjà on a un principe de Safek des Rabbanan Lakula, mais là ça dépasse beaucoup de loin puisqu'on est dans un contexte de knas, de sanction, alors que Chachamim ne sanctionne pas celui qui aurait fait tout ce qu'il faut, tout ce que Chachamim lui ont demandé de faire. Donc cette rombra, cette rigueur qui est très poussée à l'extrême, de chercher des aliments qui n'ont pas été vendus parce qu'on n'arrive pas à se fier sur cette vente, peut-être que cette vente n'a pas été bien faite, etc., etc. C'est ce qui explique cette conduite de grande piété aujourd'hui assez moderne dans le milieu de Torah. Il faut quand même prendre conscience que c'est une khumra très très poussée. Alors il n'y a aucun problème de celui qui veut faire sa khumra très poussée, même s'il doit être en correspondance avec toute sa vie, est-ce qu'il fait des khumrot ailleurs, etc., ou dans le Ben Adam et Chavero, mais je ne rentre pas là-dedans. Mais il faut quand même prendre conscience que c'est une khumra très très poussée. Le Mishnah Berurah ne la cite nulle part. Elle est extraite d'un Gaon de Vilna dans Maaseh Rav, c'est Hot Kouf Pe Aleph 181, où le Gaon il dit que lui il avait une coutume d'être très exigeant même après Pessah, donc c'était de l'ordre de Chassidut, de Prichut, de grande piété. Mais en plus de ça, quand on ouvre le Gaon de Vilna, on s'aperçoit que la raison principale c'était parce que la vente n'était pas faite dans les meilleures conditions. Donc il faut quand même prendre en compte que c'est une khumra très poussée. On ne va pas pouvoir l'imposer aux autres, à plus forte raison pas aux enfants. Et dans tous les aliments qui sont mélangés avec du chametz mais qui ne sont pas du chametz, là il n'y a vraiment pas lieu d'être mahmir. Donc vous connaissez le principe, celui qui va être mahmir, il y a le fameux code de fabrication. Alors cette année c'est à partir du 6099, puisque 6 c'est 2026 et 0,99, c'est-à-dire 99 jours à partir du début de l'année. Pessah cette année c'est fini, c'est terminé le 8 avril, ça sort le 97e jour, donc à partir du 99, on peut considérer à partir du code de fabrication que ça a été fait après Pessah.
Bref, celui qui veut essayer de chercher des farines qui ont été moulues après Pessah, Nitran, après Pessah, je m'étais renseigné, la vérité ça n'arrive pas à grand chose, puisque de toute façon la plupart des mafiotes, des boulangeries, des pâtisseries ou des entreprises qui créent des gâteaux ne se suffisent pas simplement de la farine, mais on y rajoute des produits tels que du gluten qui est en forme de poudre, d'accord, qui est livré de France ou d'Allemagne, etc. Or ce gluten est complètement Hametz, il a simplement été vendu pendant Pessah. On rajoute parfois aussi du malt, du lait tête, donc même si on nous dit la farine a été moulue après Pessah, mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'on rajoute d'autres produits qui sont Hametz et qui ont été vendus. Donc ça n'arrive pas toujours à grand chose de. Alors le Badal c'est d'Acharedit, il y a d'ailleurs un numéro de téléphone où il nous donne toutes les significations. Quand on s'est écrit Nitran, Achara Pessah, c'est-à-dire que tous les produits contenus dans l'aliment sont pas Hametz, n'ont pas été vendus, etc. Donc je laisse chacun faire en fonction de son rave, en fonction de ce qu'il veut, mais tout ça pour dire que cette Umbra elle est très très poussée. C'est issu d'un Gaon de Vilna, dans le Mishnah Berurah elle n'existe même pas. On raconte sur le Rav Bloy, le Rav Yaakov Bloy qui était dans le Badal Tzedar Haredit, ou dans le quartier où il habitait, le patron de l'épicerie lui disait: mais je comprends pas, toi tu viens, tu prends sans réfléchir tous les aliments qui ont été vendus, mais tous tes élèves ils me demandent la farine qui est tamisée, qui a été moulue, etc. Donc tout ça pour dire, au nom du Rav Eliashiv, Rav Shimon Rav Bar, qui nous disent qu'il n'y a pas besoin vraiment de suivre cette Umbra là. C'est quelque chose de très poussé, c'est une conduite comme ça de grande piété. Donc voilà, chacun fera comme il veut. Donc pour entrer maintenant dans le vif du sujet de Hametz Shavar à la Pessah, alors ce qui serait intéressant déjà, c'est qu'est-ce qu'il en est par exemple d'un Hametz volé. Si imaginez, je sais pas, moi, vous avez des beaux whisky de luxe et ça a été volé un peu avant Pessah, et le type il fait tchouva ou je sais pas quoi, il vous ramène ça après Pessah. Donc la première question c'est déjà pendant Pessah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a transgressé l'interdit de Balira ou Balimatsé? Et après on se penchera sur la question, est-ce que après Pessah ça reste interdit ou pas? Alors évidemment que le propriétaire, celui qui a été volé, n'a rien transgressé, il n'a rien fait, on lui a pris le whisky avant Pessah, il n'a rien pu faire, donc il ne transgresse pas. La question elle est sur le voleur. Alors il y a un avis très intéressant du Rabbi Meir Hakohen Misar Kasta. Le Rabbi Misar Kasta qui est mentionné dans la Shita Mekubetset Baba Kama Tzadizei. Donc Rabbi Meir Sarkasta, c'était l'époque du Ramban, d'accord, c'était dans la ville de Sarkasta, apparemment c'est Saragosse en Espagne, donc ça remonte quand même au XIIe siècle, et parmi des périodes des Rishonim. Donc lui nous écrit là-bas dans le Shita Mekubetset, comme quoi c'était permis, enfin même le voleur ne transgresse pas Balirae ou Balimatsé, ni le volé ni le voleur ne transgresse Balirae ou Balimatsé. Alors c'est un très très grand chidouche, une innovation extraordinaire, puisque on a un principe que le chômeur, si quelqu'un garde, j'ai mis en dépôt du Hametz chez quelqu'un, donc ce quelqu'un en question chez Réhouven, d'accord, Réhouven ça lui appartient pas ce Hametz, mais il est gardien du Hametz, à partir du moment où il a pris une responsabilité sur le Hametz, il transgresse Balira ou Balimatsé, c'est des Gmarot dans Psachim Dafé. Alors, est-ce qu'il faut qu'il prenne des responsabilités de Gneva Veveda, est-ce que ça suffit, Pichet, etc. On va pas rentrer là-dedans, mais à partir du moment où il a pris des responsabilités de gardien, c'est-à-dire que s'il y a une perte, il y a une casse, il va devoir payer, ça lui donne une certaine attache à cet objet, ça lui donne une forme de possession sur cet objet, d'acquisition, à partir duquel il va transgresser Balirae ou Balimatsé. Alors comment comprendre le Rabbi Sarkasta qui dit qu'un voleur ne transgresse pas? Pourtant nous savons tous qu'un voleur a une certaine forme de responsabilité, c'est-à-dire que s'il perd l'objet, il va devoir rembourser. Déjà même sans le perdre, il doit le rendre, et s'il se casse ou il s'abîme, il va devoir rembourser. Donc il y a une responsabilité au même titre que le gardien. Alors on part s'étaler là-dedans, mais il y a le Sefer En Yitzhak du Rav Yitzhak Elchanan Spector, ou le Sefer Chelkat Yoav du Rav Yoav Van Gerten, donc 19e siècle, avant Lituanie ou avant Pologne, qui nous disent que oui, mais même le Rabbi Meir Sarkasta, il a juste dit qu'il ne transgresse pas Balirae, mais il transgresse Balimatsé. C'est une innovation de vouloir dédoubler entre Balirae ou Balimatsé. Le Or Sameach dans Hametz Soumatzah Perek Gimel, il dit quelque chose de plus intéressant. Il fait une distinction fondamentale entre la responsabilité d'un gardien et la responsabilité d'un voleur. Le gardien, lui, il est responsable à chaque instant de l'objet. Il a une responsabilité qui porte sur l'objet en direct, et donc c'est ce qui lui donne ce rapport d'acquisition à partir duquel il va transgresser Balirae ou Balimatsé. Alors que le voleur, sa responsabilité, elle s'arrête, elle s'établit, mais elle se termine aussitôt au moment du vol. C'est-à-dire qu'au moment du vol, il s'établit à ce moment-là une forme de responsabilité, de redevabilité, où tu vas devoir payer ou l'objet ou sa somme. Et d'ailleurs, si par exemple l'objet
baisse de valeur ou il augmente de valeur, le voleur il paye en fonction du moment du vol. Donc si vous voulez, la responsabilité elle ne reste pas attachée à l'objet. C'est quelque chose qui s'arrête, qui s'établit mais qui se termine au moment du vol et donc on ne peut pas parler d'acquisition sur l'objet. Ça c'est l'idée du Orsamer. Et quoi qu'il en soit, là on nous parle de est-ce que j'ai transgressé ou pas. Donc le volé n'a rien transgressé. Le voleur, Rabbi Meir Missar Kastay nous dit qu'il n'a pas transgressé. Mais la plupart des Rishonim, tels que Ramban dans Psachim Lamed Aleph, le Ritva et Tosfot dans Psachim Raftet, nous disent que le voleur a évidemment transgressé, au même titre que le gardien. Mais la question qui suit, c'est alors après Pessah. Donc on est dans un cas de figure, d'accord. Moi j'ai des whisky de luxe, on les a volés avant Pessah. Après Pessah, on me les rend. Moi j'ai pas transgressé Balira et Balimatsé, celui qui a transgressé maximum c'est le voleur, d'après la plupart des Rishonim. Est-ce que ça va faire en sorte que ce whisky est interdit à ma consommation? Alors ça paraît quand même pas très logique, c'est-à-dire que moi j'ai rien fait, il y a un voleur qui est venu qui a volé mon whisky, lui il transgresse, à cause de ça, ça rend interdit l'objet, le whisky pour moi après Pessah. Donc c'est ce qui fait dire au Noda Biouda que effectivement j'aurai le droit de consommer ce whisky. Puisque finalement c'est lui qui a transgressé, ça ne peut pas créer de sanctions sur le propriétaire. Alors c'est pas qu'on est en train de dire que quand il y a un interdit de Hametz qui est resté pendant tout Pessah, il est interdit uniquement pour la personne et pas pour les autres. Ça c'est une discussion. Le Ramar, c'est vrai qu'il ramène un choutarif que c'est que pour lui, pas pour les autres, mais dans la halakha on tranche que c'est interdit pour tout le monde. Le Noda Biouda il est d'accord avec ça, que si j'ai un Hametz qui est resté pendant Pessah, il est interdit pour moi et pour tout le monde. Mais le Noda Biouda il nous donne une condition. Il dit qu'il faut que ça soit d'abord interdit pour le propriétaire. Si c'est interdit pour le propriétaire, on a élargi ça pour tout le monde, parce que si on permettait pour tout le monde, alors ça s'appelle que le propriétaire en profite, parce qu'il peut donner ça aux autres. Mais si ça n'a jamais été interdit au propriétaire, par exemple dans le cas de figure où c'est que le voleur qui a transgressé Balira et Balimatsé, alors on ne démarre même pas, c'est-à-dire que pour le propriétaire ça reste permis, et pour tout le monde ça sera à plus forte raison permis. Donc ça c'est la logique du Noda Biouda, dans Rachaim, Kama Rachaim Siman Chaf. Il y a une très longue choix très intéressante et au milieu, il tranche comme quoi un objet est volé après Pessah, c'est permis pour le propriétaire. Alors, là, l'idée c'est cette remarque-là du Noda Biouda, comment c'est possible que lui l'ait volé et on me sanctionne à moi, on me pénalise à moi. Le Ramban, en réalité, il y a un Ramban déjà dans Psachim Lamed Aleph qui pose cette question, il s'étonne, sauf que lui, il est persuadé que c'est interdit, même pour le propriétaire, et il s'étonne, et comment c'est possible? Alors pourquoi il est persuadé que c'est interdit pour le propriétaire? Parce qu'on connaît tous la Gemara dans Baba Kama qui dit que si je vole un Hametz, j'ai droit de le rendre après Pessah, même si pour le propriétaire il ne vaut rien du tout. D'accord? J'ai volé un Hametz qui coûte 10 000 shekels, après Pessah il ne vaut rien parce qu'il est devenu interdit, et bien je peux le rendre tel quel au propriétaire. Donc on voit dans la Gemara qu'il est devenu interdit, sinon il n'y a pas de tridouche. On voit qu'il est complètement interdit après Pessah. Alors le Noda Biouda il se penche sur cette Gemara, il explique complètement autrement. Mais première vue dans cette Gemara, c'est ce que le Ramban comprend, il s'est écrit clairement que le Hametz volé, il est interdit après Pessah. Et le Ramban s'étonne, mais comment c'est possible? C'est le voleur qui a transgressé et on sanctionne le volé. Alors le Ramban, il sort d'ici un yesod extraordinaire. Le Ramban lui dit qu'en fait, il y a une erreur. L'interdit de Hametz Shavar Alav à Pessah n'est pas lié au fait d'avoir transgressé. C'est-à-dire que quand on lit la Gemara, on a l'impression que on a sanctionné le fait d'avoir transgressé l'interdit de Balira ou Balimatsé. Le Ramban dit oui, c'est vrai que c'est les mots de la Gemara, mais finalement la logique qui rend interdit, c'est pas le fait même d'avoir transgressé, mais c'est la propriété juive sur un Hametz pendant Pessah, même si personne n'a transgressé. Si un Hametz appartenant à un juif pendant Pessah, même si personne ne transgresse d'interdit, il devient interdit après Pessah. Ça c'est donc le Ramban qui nous le dit. Et il justifie à partir de là le fait que c'est le voleur qui a transgressé, le propriétaire n'a rien transgressé. Le Ramban il dit oui, mais on n'a pas besoin de transgresser. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ce qui explique ce qui est tranché dans la halakha, que même si j'ai fait mon biou Hametz, ma bdikat Hametz, j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai fait mon bitoul, mon efker, si vous regardez Shulchan Aruch, Taf Memchet, a priori, le Hametz reste interdit après Pessah. Alors, on ne va pas trop rentrer là-dedans, c'est vrai que ça c'est basé sur un Yerushalmi qui nous dit que c'est pour éviter les ruses. Les gens ne vont pas être mévatel leur Hametz, et après Pessah on dit oui j'ai été mévatel, etc. pour éviter toutes les situations de ruse, donc c'est un élargissement de l'interdit. Mais dans le Ramban on voit une autre logique, on voit une logique qui nous dit que l'interdit de manière fondamentale a été constitué, a été conçu, pas par rapport à quelqu'un qui aurait transgressé, mais par rapport à un Hametz juif.
C'est-à-dire que la seule manière de ne pas avoir de problème de Chametz Shavar à la Pessah, a priori, c'est Chametz d'un goy. D'ailleurs, dans la Gemara, l'exemple qu'on donne, c'est Chametz du goy. Pourquoi on ne nous a pas donné d'autres exemples? Parce que c'est le seul cas de figure, le Chametz du goy. Donc ça, c'est la logique du Ramban. Si vous ouvrez aussi Rabbi Akiva Eiger, Kama Siman Rav Gimel dans ses responsables, il nous dit aussi qu'un Chametz volé, après Pessah, évidemment, il est interdit. En tout cas, moi ce que je retiens, c'est qu'on a quand même une discussion concernant un Chametz volé. On a quand même un autre Rabbi Yehuda qui voudrait nous dire que c'est permis, même si, a priori, du Ramban même, et en tout cas Rabbi Akiva Eiger et encore beaucoup d'autres considèrent qu'évidemment c'est interdit, comme la Pashtout de la Gemara. Mais alors, la nouvelle question sur laquelle il faut se pencher, c'est Gezel d'un goy. Parce que dans d'autres cas de figure, on n'est pas dans un cas de vol, d'accord? On m'a volé mon whisky, on me le rend. On est dans un cas de Gezel de goy. Puisque quand ils ont sorti, d'accord, ces boîtes de gâteaux, de crackers pendant Pessah, alors que ces boîtes étaient vendues à un goy, en fait on est dans un cas de vol de goy. D'accord? Alors, est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est mieux? Alors d'un côté, vous savez qu'il y a un étivot dans Siman Shin Memchet qui est connu, qui nous dit qu'on n'a pas de Chiyuv Hashava, le devoir de rendre concernant un goy. C'est-à-dire que voler un goy c'est permis ou interdit, c'est une marloquette dans Baba Kama, on est posé que la halacha, interdit. D'accord? Gezel à goy c'est quelque chose d'interdit. Mais le Netiva nous dit même si c'est interdit, mais la mitzvah d'Hashava, le devoir de rendre, n'existe pas par rapport à un goy. Donc, alors ce qu'on pourrait dire à partir de là, c'est ok, donc j'ai du chametz d'un goy volé, je ne dois pas le rendre. Donc c'est peut-être encore pire, c'est-à-dire qu'il m'appartient complètement. Si je ne dois pas le rendre par définition, un objet qui est chez moi et que je ne suis plus responsable de retour de rendre remboursé, c'est qu'il est à moi. Donc ça pourrait être pire qu'un vol volé à un juif. Sauf que le Tivot nous dit que j'ai pas d'obligation de rembourser, mais il n'est pas à moi. C'est basé sur un Yérim qui est connu, qui est revenu dans le Mishnah Moura, dans Ilchot Lulav, dans Tavresh Memchet, qui nous dit qu'un Lulav volé, je ne peux pas être des Chova, même si c'est volé d'un goy, puisqu'il ne m'appartient pas. C'est-à-dire que même si je ne dois pas le rendre, il y a un Yérim qui me dit il ne m'appartient pas. C'est quelque chose de très intéressant. J'ai un objet à la maison que je ne dois pas rendre, mais il ne peut pas m'appartenir. Donc, si on considère comme cela, on serait dans un cas de figure intéressant. J'ai volé du Chametz d'un goy, d'accord? Je ne dois pas le rendre. Donc, la responsabilité en tant que devoir de rendre ne m'attache pas ce Chametz comme une forme d'acquisition de responsabilité pour transgresser Baïra Malibaté. De vraie propriété, je n'ai pas non plus, comme nous dit le Yérim et le Netivot. Donc c'est ce qui ça justifierait que personne ne transgresse ce Chametz. Alors cette logique du Netivot, comme quoi il n'y a pas de devoir de rendre par rapport à un goy, c'est quand même controversé. Il faut savoir que le Sharameler dans Ilchot Gzela ou le Midrat Trinour dans la Mitzvah Kouf Lamed Aleph ne partage pas du tout cet avis. Et en plus de cela, ce qu'on pourrait remettre en question, c'est même si par exemple on va d'après le Ram Misarkasta qu'on a cité plus haut, ou même dans un vol, personne ne transgresse. Il se peut que par rapport à un goy, ça soit pire. Pourquoi? Parce que si le goy vient et réclame, je serai obligé, même si on admet que j'ai pas d'obligation de rembourser, si le goy vient et réclame, j'aurai peut-être le devoir de lui donner. Alors est-ce que ça suffit pour considérer ça comme une espèce de responsabilité qui fait en sorte que j'ai une forme d'acquisition sur l'objet? Je ne sais pas. Mais on pourrait dire qu'il se peut que ça soit quand même pire. Et malgré tout, c'est-à-dire que là on est en train de se poser la question qui est-ce qui se transgresse, qui est-ce qui ne transgresse pas. Mais par rapport au Chametz après Pessah, si on reprend la logique du Ramban, qui nous dit que ce n'est pas le fait de transgresser qui crée l'interdiction après Pessah. C'est ça ce qu'il faut retenir finalement du Ramban. Ce n'est pas le fait de transgresser qui crée l'interdiction après Pessah, comme ça peut avoir l'air dans les mots d'Agmara. C'est la propriété du juif. Donc dans ce cas de figure où j'ai volé un goy, finalement la vraie propriété, c'est le goy. Donc la propriété d'un goy, même si quelqu'un transgresse, peut-être ne crée pas d'interdit. Comprenez ou pas? C'est-à-dire que de la même manière que le Ramban nous a dit que la propriété d'un juif, même si personne ne transgresse, crée un interdit après Pessah, on pourrait faire la symétrie, c'est ce qui devrait découler du Ramban, que la propriété d'un goy, même si quelqu'un transgresse, un juif transgresse, ne crée pas d'interdit. Alors cette discussion, je n'invente pas, elle est explicite dans le cas de figure du dépôt. C'est-à-dire que si, par exemple, un goy m'a déposé du Chametz, a déposé des whisky, du Chametz pendant Pessah, et j'ai pris la responsabilité, on sait tous que je transgresse Baliraï ou Balimatsé.
Agmaran Psachim Dafé, tout celui qui prend la responsabilité sur un Hametz transgresse Balirae ou Balimatsé. Est-ce qu'après Pessah, ce Hametz est interdit? C'est une discussion très claire dans Magen Avram, Siman Taf Mem. Alors le Magen Avram nous dit que c'est interdit. Mais si vous regardez là-bas, le Chok Yaakov ne partage pas du tout cet avis. D'ailleurs, le Chok Yaakov, il cite un Yerushalmi explicite qui apporte une marloquette entre Rabbi Yona et Rabbi Yossi. Et donc le Chok Yaakov nous dit, la halakha c'est comme Rabbi Yona, comme quoi le Hametz est permis. Donc c'est quelque chose de fou et de très intéressant. D'ailleurs, le Mishnah Berurah, il cite cette marloquette dans Siman Taf Mem et il conclut qu'on pourrait être tolérant par rapport à l'interdit d'en tirer profit. Peut-être que pour l'interdit d'en consommer, la vraie consommation, on aura du mal à être trop tolérant, mais pour en tirer profit, on sera tolérant comme le Chok Yaakov. Vous vous imaginez, j'ai gardé. On pourrait prendre un cas de figure, je sais pas moi, quelqu'un. Il y a un voisin à vous qui goy, qui est parti à l'étranger, qui vous demande de réceptionner un colis. Ok? Et donc il vous appelle, il dit écoute, je suis pas à la maison, tu pourrais prendre le colis pour moi. Donc là tu réceptionnes le colis, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Et après Pessah, donc lui il est de retour, il dit alors mon colis. C'est sympa, t'as été sympa, tu m'as gardé mon colis, bah tiens regarde, il ouvre le colis, en fait c'est un colis de bouteille de whisky, tu dis tiens prends une bouteille pour toi, parce que t'as été sympa. Alors tu dis une seconde, mais moi je l'ai gardé à la maison, j'ai peut-être transgressé Balirae ou Balimatsé, et donc à ce moment-là, est-ce que le whisky j'ai le droit de le prendre en cadeau? Alors, sans trop rentrer dans les détails, mais d'abord, la première question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que j'ai pris une responsabilité sur ce colis? C'est-à-dire, si je t'ai dit, pose de chez moi, ok, mais je n'en suis pas responsable, ben, je n'ai pas transgressé. Par contre, si le type a dit, bon, t'es quand même responsable, hein, d'accord, tu me mets bien dans un coin, oui, pas de problème, je suis responsable, donc peut-être que tu aurais transgressé, même si tu ne savais pas que c'était du whisky, c'est une question intéressante, donc tu vas transgresser Balirae ou Balimatsé. Et donc la question se pose, quand il arrive après Pessah, il te dit prends une bouteille en cadeau, est-ce que j'ai le droit de la prendre? D'après le Magen Avram, j'aurais pas le droit de la prendre, mais d'après le Chok Yaakov, il nous dit c'est un Hametz qui appartient à un goy. Alors moi je transgresse parce que j'ai pris des responsabilités, mais ça ne crée pas d'interdit. Et donc Maskana du Mishnah Berurah, j'aurais le droit d'en tirer profit. C'est-à-dire bon, boire cette bouteille peut-être évite, mais tu auras le droit de la vendre ou de l'offrir, etc. Donc vous voyez comment c'est très intéressant, c'est-à-dire que l'histoire des soldats, ils sont retrouvés avec du Hametz qui vient d'un goy, eux ils vont transgresser, alors ils sont pas c'est pas fait de manière volontaire, d'accord, c'est des soldats qui font pas trop attention à la halakha, qui n'en savent pas grand chose, donc, mais quelque part il y a une transgression du voleur, en tout cas d'après pas mal de Rishonim, sauf d'après Rabbi Meir Misar Kasta, peut-être que dans un goy il serait d'accord, etc. On va pas revenir là-dessus, mais est-ce que ça interdit le Hametz pour les autres soldats que oui font attention à la halakha après Pessah? D'après le Chok Yaakov, c'est pas interdit, ça serait une marloquette entre le Magen Avram et Chok Yaakov. Donc pour arriver à une conclusion, on a vu quand même déjà plusieurs manières de permettre, même si au niveau halakha c'est quand même encore difficile, d'accord? C'est-à-dire que à partir de ce Ramban là, et ce Chok Yaakov, étant donné que même si le voleur transgresse, ça n'interdit pas le Hametz sur les autres, on pourrait associer à ça, savoir que vous savez, on a dit que n'importe quel Hametz juif, même si on n'a pas transgressé d'interdit, parce qu'on était Shogeg, Anous, le Hametz reste interdit après Pessah. Dans le Mishnah Berurah, on trouve une exception au nom du Bet Meir, si le Honès il est extrême, la contrainte elle est énorme. Alors le cas de figure à la base, c'est que moi j'ai des grains de blé en dépôt chez un goy, et puis ce goy pendant Pessah, avant le 7e jour, a décidé de moudre ce blé et d'en faire du pain. Moi je lui ai rien demandé. Alors le Bet Meir, le Mishnah Berurah dans Siman Taf Memchet, au nom du Bet Meir, il nous dit que c'est autorisé, parce que là on est plus que dans Honès, on est Honès Gamour. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je lui ai jamais demandé de me faire ça, il me l'a fait, moi je ne lui ai pas demandé, j'avais des grains de blé qui m'appartiennent, voilà, donc on est dans une contrainte complètement Gamour, extrême, donc c'est permis. Alors c'est un peu difficile à comprendre comment distinguer ça du nixal, du volet. Le volet aussi il n'a rien demandé, c'était complètement dans sa contrainte, etc. Alors peut-être que le volet il pouvait encore vendre le Hametz. Et donc à partir de cela, on pourrait dire que dans notre cas des soldats qui ne pouvaient pas vendre le Hametz, parce qu'on est pendant Pessah, peut-être qu'on serait dans un cas par rapport aux autres soldats qui faisaient attention avec la halakha, de contraintes extrêmes, on pourrait s'appuyer un petit peu sur le Bet Meir. En plus de ça, savoir que ces soldats qui ont sorti ces caisses, donc de ces entrepôts d'urgence, c'était plus que pas volontaire, c'est qu'ils ne sont pas conscients du tout que ça appartient à un goy, et pour eux ils ne sont pas en train de faire une action de voler.
puisqu'ils n'ont pas dans leur conscience le fait que ça a été vendu, etc. par la Rabanout, ça appartient à un goy. Donc à partir de cela, on serait dans un cas de gneva, de vol, béones, béshogeg. Alors on connaît le ksod dans Siman Rafé, Sif Katanalev, qui nous dit qu'il n'y a pas gneva, béshogeg. Quelqu'un qui vole sans savoir qu'il vole, en pensant que c'était à lui par exemple, c'est pas du vol. Contrairement à Mazik, celui qui endommage, qui crée des dommages, la même béones, Adam Amazik, Rav béones, Petza Tachat Petza. Mais ce voler, béshogeg, c'est pas du vol. Alors, on trouve des Acharonim qui ne sont pas d'accord, si vous regardez le Marrechet ou le Maran Ephraim dans Xela Perikzaïn, mais il y a quand même cet avis-là du Ktsot. Donc il y a quand même pas mal de sniffim, on peut associer pas mal de Zvarot pour permettre. Alors même si aujourd'hui la question ne se pose pas tellement, parce que dans les ventes de Hametz organisées par ça, etc., il y a des clauses bien précises, comme quoi en cas de besoin, ça se défait automatiquement de la vente. Mais en théorie, ça peut exister. Comme je disais, ça a existé. C'est une question qui s'est réellement posée en 2002, il y a à peu près 24 ans, lors de l'opération Chomat Magen. Et voilà, donc en gros, il y aurait quand même pas mal de logique, de svarot qu'on pourrait associer pour arriver à permettre cette chose-là après Pessah.